Bonjour tout le monde, ici Jean-Claude Audette de Québec. Aujourd'hui encore, je vais faire un petit vidéo sur le grand Albert Einstein, sur ce qu'il nous a laissé lors de son passage sur la Terre. Je voudrais vous parler des lentilles gravitationnelles. Mais avant, je voudrais faire un petit retour parce que il y a beaucoup d'internautes qui me posent des questions au sujet de mon statut. Il y en a qui croient que je suis un professeur, ou que j'étudie la physique, que je suis un professeur de physique ou quelque chose comme ça, là. Mais dans plusieurs vidéos où je l'ai dit, et je ne suis pas un physicien, c'est sûr qu'à travers le monde, même encore ce matin, il y a des millions, des centaines de millions de personnes qui m'ont pas vu des vidéos sur Internet, là. Et je suis un ingénieur civil, gradué de l'Université Laval à Québec, et je suis retraité depuis une douzaine d'années. Pourquoi est-ce que je parle de physique? Parce que c'est une matière qui me fascine énormément. Et depuis ma retraite, j'ai fouillé la Bibliothèque de Québec, tous les volumes qu'on peut trouver dans le domaine de la physique quantique. Et c'est pour ça que je me considère un peu comme qualifié pour vulgariser la physique quantique qui prend un essor formidable de nos jours. Sur ce, je voudrais ajouter un petit quelque chose. Suite à mes cours à l'Université Laval en physique quantique, nous sommes rendus, le PhD qui nous enseigne va nous parler cette semaine de la matière sombre et de la matière noire dans l'univers. Ça, c'est un sujet que j'avais entendu parler, là, mais je n'ai jamais... je me suis jamais documenté à ce sujet parce que je trouvais qu'il y avait trop de choses que je ne connaissais pas. Avant que les physiciens inventent cet artifice pour faire coller les équations de la relativité générale d'Albert Einstein à la réalité. Sur ce, revenons à nos moutons. Albert Einstein, on va faire un petit retour en arrière, en 1911. Déjà, avec sa relativité générale qui n'était pas complétée encore, avait pensé que la lumière serait déviée au passage de grosses... Lorsque le rayon lumineux passe près d'une grosse masse comme le Soleil, que je vois ici, je l'ai traité là, dans une des capsules, on voit que l'observateur sur la Terre, il y a une étoile qui est située là. À ce moment-là, il va voir l'étoile là. Parce que le rayon lumineux est courbé. Et en 1915, la relativité générale d'Albert avait complété sa théorie et il a pu calculer la déviation qu'un rayon lumineux passerait près du Soleil à 1,74 d'arc. Ça, c'est le degré, autrement dit, de courbure de l'espace-temps près du Soleil. Et ceci a été vérifié en 1919, là, comme je l'ai rapporté précédemment. Et c'est là qu'Albert Einstein est devenu une sommité mondiale, là, presque instantanément, là, parce que tous les journaux se sont emparés de ça. Et Albert est venu connu à travers le monde. Et en 1937, Albert Einstein est revenu avec l'idée que un jour, on découvrirait le phénomène des lentilles gravitationnelles. Mais ça, c'est comme son effet EPR, c'est demeurer l'alerte morte, là. Personne ne s'est pas... je dirais, personne ne s'est pas occupé de ça, là, vraiment, là, parce que probablement que la technologie n'était pas à point. Et en plus, qu'il y avait tellement de choses à découvrir avec la physique quantique que les physiciens ne sont pas préoccupés, ou les astronomes, là, ne sont pas préoccupés du phénomène des lentilles gravitationnelles. Mais en 1977,
là, on a découvert le phénomène des lancers gravitationnels. Et ici, je vais tenter d'expliquer qu'est-ce que c'est qu'une lancée gravitationnelle. Et évidemment, ça, c'est à l'échelle du cosmos. C'est pas entre la Terre et le Soleil, là. C'est même pas dans notre galaxie, là, que ça se passe dans notre galaxie, mais je pense pas qu'on a trouvé à date, là. Mais ça se passe infiniment loin, avec une étoile énormément brillante qui est un quasar, et une galaxie ici, comme nous disons, ce serait la Voie lactée, une supposition, mais c'est pas elle, c'est une autre galaxie, là. Et l'observateur qui est sur la Terre. Qu'est-ce qui se passe? C'est que les rayons lumineux vont être courbés par la galaxie. Évidemment, ça prend une probabilité que le quasar soit en ligne avec la galaxie et l'observateur terrestre. Mais aujourd'hui, on a trouvé peut-être des centaines de lancers gravitationnels. Si vous voyez l'observateur sur la Terre, le quasar est là, mais il est en arrière de la galaxie. Donc, normalement, vous ne devriez pas le voir. Mais vu que les rayons lumineux sont courbés comme ça, vous voyez le quasar qui est ici, et le rayon lumineux qui passe de l'autre côté de la galaxie. Parce que la galaxie est très loin, c'est des milliards d'années-lumière, et le quasar est encore plus loin. À ce moment-là, les rayons lumineux vont être courbés comme ça, et l'observateur va voir 2 points à côté de la galaxie, là, dans le même environnement que la galaxie. Autrement dit, il va voir 2 quasars. Mais en réalité, c'en est seulement un, il est ici. Et ça a été confirmé en 1977, là, par les astronomes, là. Et on a vu que la prédiction d'Einstein, était encore une fois, c'était valable, et que sa relativité générale prévaut dans tout le cosmos. Et un quasar, ben, qu'est-ce que c'est? C'est une étoile très très massive, de petite taille, mais qui est des centaines, des milliers de fois plus brillante qu'une galaxie, comme la Voie lactée. Vous regardez le soir dans le firmament, vous voyez des étoiles partout, là. Mais un quasar, un seul quasar, va être plus brillant que toute la lumière qui est émanée de la galaxie. Et c'est pour ça qu'on a pu prouver, qu'on a pu déterminer avec les télescopes que l'on a aujourd'hui, le phénomène des lentilles gravitationnelles qu'Albert Einstein nous avait prédit en 1937. Et il y a une chose qui est très, très... c'est difficile à concevoir, ça. Mais ici, j'ai fait un petit schéma, là, que l'espace-temps dans lequel on vit n'est pas plat. C'est pas comme ça. L'espace-temps est courbé. Il est courbé par les grosses masses, là. On parle du Soleil, mais la Terre aussi courbe l'espace-temps. Et si vous prenez le schéma de la Terre, si vous voyez que le treillis de l'espace-temps, la Terre, autrement dit, déforme l'espace-temps. Et le treillis est courbé. Donc, on vit dans un espace-temps courbé. La ligne droite, là, dans l'univers, ça n'existe pas, ça. Parce que les masses courbent l'espace. Et si on va prendre l'exemple d'un astronaute, lui, quand il flotte dans l'atmosphère, pas dans l'atmosphère, mais il sort de son habitacle, il va courber l'espace aussi. Mais infini, c'est presque indétectable avec les moyens que l'on a aujourd'hui. Mais moi, si vous m'écoutez, vous êtes assis sur vous êtes debout, vous êtes assis devant votre ordinateur, vous déformez l'espace-temps aussi, la courbe de l'espace-temps. Autrement dit, quand vous êtes assis, votre poids fait que l'espace-temps, le treillis, est courbé, est déformé un peu. Mais c'est infime par rapport à notre masse. Imaginez-vous le Soleil, là, on peut le vérifier, parce que c'est très, très gros. Et c'est des choses que Albert Einstein nous a appris avec sa relativité générale en 1915. Et même aujourd'hui, on conçoit que si vous déplacez une pierre sur la Lune, une roche, la Terre va s'en apercevoir, mais peut-être 1 seconde, point 2, après que la gravité, autrement dit, vous modifiez le centre de gravité de la Lune, et la Terre va le ressentir, mais ça, c'est tellement infime. Mais c'est une chose qui est vraie. Et encore une fois, on voit qu'Albert Einstein, ça fait en 1915, imaginez-vous, hein, avec cette théorie-là, dont aujourd'hui,
il y a de plus en plus de jeunes qui découvrent ça. Moi, je le vois sur Internet, là. Je le vois d'après les commentaires que j'ai. Des jeunes qui sont aux études au secondaire. Moi, j'ai fait mon cours universitaire. Mais dans mon temps, il y a plusieurs années, on ne parlait pas de la relativité générale d'Albert Einstein. Imaginez-vous, c'était quelque chose de... C'était tellement abstrait, cette théorie-là, qu'on ne parlait pas de ça. Mais même les jeunes qui sont au secondaire, des fois ils me posent des questions. Et on voit que ça les intéresse parce que de plus en plus, les théories d'Albert Einstein qui sont un peu partout dans la technologie d'aujourd'hui suscitent un intérêt pour ces jeunes. Ça, c'est une très, très bonne chose. Moi, je crois, parce que l'avenir de l'humanité est dans la physique quantique. Il ne faut pas sortir de là. Les grandes découvertes de la physique quantique vont nous amener toutes sortes de choses, là, que ça va améliorer le sort de l'humanité. Sur ce, je vous dis bonne écoute, merci et à la prochaine.